Les chroniques de Phare Renard. Hey, bon présent, mon cher auditeur de Phare Renard Vision! Merci d'être à l'écoute et de venir me retrouver à nouveau. Il me fait vraiment grand plaisir de te présenter ce 8e épisode des chroniques de Phare Renard et 5e parution à l'antenne de la chaîne de Phare Renard Vision, les chroniques socio-culturelles d'un univers parallèle qui se poursuivent donc. Et pour la suite, je te convie à venir me suivre régulièrement sur ma page X à commercial Phare Renard et aux 2 semaines, les jeudis 22h, dans ce format vidéo, à l'exception de la semaine dernière où j'ai dû reporter. Donc à partir de ce jeudi 28 mai, ça sera aux 2 semaines avec une régularité. Je vous tiendrai au courant si, évidemment, il va y avoir une pause menée au cours de l'été. Donc, digne d'un after-show du Cosmos Info du jeudi 20h qui également prendra des pauses. Donc, je continuerai probablement malgré, voilà, dans tous les cas, pour un certain temps. Et donc, si tu évidemment, au moment qui est bon pour toi, à tout moment, si tu me découvres, c'est probablement le bon moment pour toi sur ma nouvelle chaîne YouTube de Phare Renard Vision. Alors, voilà, invitation à venir voir ça. Je me suis impliqué à nouveau avec les ressources à ma disposition pour t'offrir le meilleur des révélations du web avec une approche de justicier masqué, bravant les obstacles et les résistances. Je te remercie pour ta compréhension et de ton accueil, de ton soutien. Si tu ne me suis pas depuis le début de mes présentations, je t'encourage vivement à aller écouter les épisodes précédents parce que ces chroniques se veulent une sorte de référence encyclopédique classée par thème, abordant à la fois des éléments d'actualité et à la fois du contenu philosophique, disons, et pratique surtout, qui demeurent des références dans le temps pour la postérité et qui sont donc toujours valides. J'espère que ce partage ne t'arrive pas trop tard, car s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, à l'heure où j'enregistre ceci, il est trop tard moins quart. Alors, par les temps qui courent, bon courage à toi et à toutes tes relations, comme on dit à Hometako Yassin. Dans tous les cas, je suis certain que cela pourra t'être utile si tu sais écouter attentivement et appliquer ces compréhensions à ton expérience personnelle quotidienne. Si tu ressens que ce que tu trouves ici fait sens et t'est bénéfique, merci de penser à le partager dans ton réseau, à ta famille, à tes amis et à t'abonner à la chaîne évidemment et à liker cet épisode surtout, c'est important. Je t'invite, si tu le sens, l'appel à contribuer par des commentaires dans le chat et sous la vidéo, par des partages de liens de référence également, de ressources si tu en as en lien avec les éléments abordés dans cet épisode et aussi, souvent c'est à la fin, ce sont des épisodes généralement qui dépassent 1 heure. Donc, c'est souvent à la fin qu'il y a les éléments les plus importants, les plus profonds, les plus utiles. Donc, peut-être tu peux sauter certains bouts, mais aller voir la fin sans manquer ça. Donc, sans plus tarder, j'aborde la présente chronique, capitale s'il en est une, l'essence du sens de notre monde, de manière bien plus profonde que quiconque se l'imagine, où une solidarité et un lien plus fort que tout ce qui est véhiculé nous habite consciemment ou la plupart du temps inconsciemment en tant que combattants au service des forces de la création. Nous serons donc pour cet épisode, vous l'aurez peut-être deviné, sous le thème numéro 2. Dimension parallèle, les richesses du passé pour le futur. Donc, on va aborder surtout les sujets des peuples autochtones, sujets complexes et riches des peuples autochtones des Amériques, donc de tribalisme, de paganisme, principalement de prophéties des Amérindiens, surtout Hopi, mais d'autres peuples. On peut un peu de rituels sacrés et secrets qui seront ici dévoilés, et surtout certaines danses et des powwows, et effleurer cette fois seulement la cosmologie maya, c'est-à-dire les calendriers mayas, un peu aztèques et autres autochtones, les cycles du temps naturel et les plans et dimensions de l'univers. Alors voilà, la connaissance approfondie et appliquée réelle de ces modes de vie, de ces éléments fondateurs qui forment notre histoire collective, ce n'est pas négligeable, car sans ces connaissances historiques et compréhension du monde actuel,
sans ces communautés et alliances, sans ces enseignements et leçons tirées du passé, il est utopiste et naïf de croire que l'on peut progresser et transcender l'état actuel de décadence des choses dans notre société et créer un monde meilleur et sain qui soit soutenable et prospère, bénéfique et durable. Donc je vais te présenter dans cet épisode diverses informations, des situations que j'ai vécues dans ma vie personnelle ou que je connais et côtoie, de sources directes donc, mais également de la recherche plus générale de sources indirectes, mais dont je te présente des accès faciles à te procurer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aspects ou points de vue ou que l'on doit toutes les intégrer et appliquer, mais au moins en les sachant, en connaissant leur existence et en ayant ici un aperçu plus ou moins détaillé, ça te donnera des pistes et avenues d'inspiration et des ressources pour ton propre cheminement d'évolution et de perception personnelle. Je te souhaite de savoir capter l'opportunité et d'en faire bon usage. Merci de m'écrire dans le chat et les commentaires lesquels tu as retenus et intégrés et les résultats que tu en as obtenus. Évidemment, ça peut être a posteriori. Je te propose une trame narrative de la réalité qui soit bien différente du roman national officiel et qui nous relie, nous donne corps en tant que société civile et nous en puissance. Je suis cosmologue Maya, Mayan Cosmologist, depuis 2006, c'est-à-dire expert de la cosmologie Maya et des calendriers, de ses horoscopes et des peuples autochtones, de la 5e dimension même expliquée aux enfants. J'ai fait des dizaines de conférences et ateliers sur ce sujet, sur le sujet des peuples autochtones des Amériques et également d'Europe. Je comprends le monde ancien comme peu l'ont approfondi. J'ai personnellement parcouru le Québec d'un bout à l'autre, du sud au nord, de l'ouest en est. J'ai également été au Pérou, au Mexique, au Guatemala et au Honduras pour apprendre sur les peuples mayas, aztèques et incas, mais aussi en France et en Angleterre pour apprendre sur les Celtes et les Druides. J'ai également été en Norvège pour investiguer sur les Vikings, évidemment, mais également sur les Samis, qui sont des Inuits d'Europe, l'équivalent des Inuits. Donc aussi, j'ai été en Afrique du Sud pour connaître les Bushmen et les Zoulous et d'autres peuples. J'ai été aux États-Unis, à Wounded Knee dans le nord, à Cahokia Mounds dans le sud du Mississippi, près de Saint Louis dans l'Illinois, avec des pyramides qui sont en terre, mais la preuve archéologique d'une civilisation avec une population urbaine de plus de 20 000 habitants à l'époque. Et j'ai été également dans l'ouest avec les Hopis et les Navajos. J'ai été dans l'est du Canada avec les Micmacs et dans l'ouest canadien avec les Métis et d'autres peuples. J'ai une perspective du monde bien différente du mainstream. Je suis les prophéties Hopi personnellement. Je peux t'en parler également, dans cette vidéo, ça sera le cas. J'ai été profondément impliqué avec les Inuits, les Anishinabés, les Atikamekw et autres. J'ai fait plusieurs sweat lodges. J'ai suivi les enseignements des loges Médéwin sur la côte nord. J'ai été Médéwin pendant quelques années. J'ai passé du temps dans le parc La Vérandrie avec les Anishinabés, la famille Wawate, entre autres, à apprendre leur mode de vie, méthodes traditionnelles et enseignements de leurs contes et légendes, de leurs enseignements. De leur savoir, de leur sagesse partagée. J'ai été au Return of the Ancestors Gathering, le rassemblement du retour des ancêtres, en Arizona en 2009, avec 400 représentants des peuples des Premières Nations des Amériques et aussi du monde, dont par exemple des Japonais d'Okinawa, descendants des dynasties samouraïs, des druides d'Europe, des Africains et j'en passe. J'y ai rencontré, par exemple, Drunvalo Melchizedek, et j'ai été même son traducteur à un certain moment donné pour une conversation entre lui et un leader maya, mon espagnol étant meilleur que le sien, il faut croire. J'ai été à Prophecy Rock, dont je vous parlerai dans cette vidéo, avec un Hopi qui nous hébergeait chez lui et nous a enseigné son histoire.
et la façon dont il comprend en tant que Hopi cette pierre de prophétie. Et j'ai également été au Grand Canyon avec les Havasupai. Donc souvent pour tenir des cérémonies, jouer du tambour, faire des chants. Il importe de dire que je n'y suis pas allé juste comme ça, comme touriste. J'étais avec un groupe d'organisation que nous avions organisé pour noliser 2 véhicules que ma compagne de l'époque et moi-même avions achetés avec une levée de fonds pour fournir le transport à des Autochtones, dont des membres de la famille de Jacob Wawate, qui était, paix son âme, un invité de marque représentant l'aigle dans la danse de l'aigle et du condor qui se faisait donc payer son billet d'avion par l'organisation du Return of the Ancestors Gathering, mais pour lui, mais pas pour sa famille. Et donc, nous avions pour mission d'y amener dans un road trip sa famille et d'autres membres de la communauté autochtone du Québec et des jeunes, des gens du Rainbow. Je vous ai parlé un peu du Rainbow dans les épisodes précédents. Donc, voilà, nous étions tout ce beau monde-là dans 2 véhicules pendant plusieurs semaines. Il y avait également une femme prêtresse aztèque vivant en France et un homme aztèque de haut rang avec elle qui étaient de l'organisation, mais qui n'ont pas pu obtenir leur visa pour rentrer aux États-Unis. Alors, ils nous ont confié la mission d'aller à Wounded Knee pour y tenir cérémonie pour eux, pour elles surtout, et c'est ce que nous avons fait. D'autres gens nous ont également confié diverses missions assez particulières. Un élément cocasse de cette aventure, c'est qu'elle nous a enseigné à diviniser l'argent de cette levée de fonds en baignant les billets de banque qui étaient en papier à cette époque-là dans un mélange d'eau, d'huile essentielle de rose et de pétales de rose. Et tout le long de notre voyage et des dépenses faites, cela sentait la rose. Et une femme au Québec m'a confié par la suite que toute la journée, lorsqu'elle ouvrait son tiroir-caisse, cela sentait la rose de manière très forte et a profondément été marqué, ça l'a marqué son souvenir de nous avoir aidés à nous fournissant du matériel dont nous avions besoin. Pour la petite anecdote, à ceux et celles qui se demandent si on peut diviniser l'argent, voilà une façon ludique de le faire. C'était très drôle de voir les billets de banque attachés à des cordes avec des épingles à linge partout dans le petit appartement du plateau Mont-Royal de notre ami, avant notre départ. Alors, j'ai fait mes premières j'ai fait mes premières chroniques sur le sujet du Forum social mondial, qu'on se le rappelle, est en opposition au Forum économique mondial de Davos de Klaus Schwab, et sur ses versions montréalaises, québécoises. Alors, je sais qu'il est dit de gauche, mais cette distinction est de la foutaise, maintenant on le sait. Tu le sais si tu suis mes chroniques, et les épisodes de Cosmos Info, particulièrement récents, avec Ken Pereira et Petit Albert, où il en est fait mention. Également d'autres podcasteurs alternatifs comme En toute franchise avec Stéphane Hamel, où il en est également question. Vu que tout a été inversé et que la gauche a été instrumentalisée par les mondialistes, en fait, la société civile est une pluralité de courants de pensée et d'enjeux. Lors de ces forums, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tous les intervenants. Ce qui est important, c'est les éléments qui en ressortent et qui sont les plus pertinents. Et en faisant ma recherche, j'ai appris qu'en 2025 avait eu lieu un autre forum à Montréal, un peu différent, dit des intersections, donc Forum social mondial des intersections, et qui a fort probablement eu également beaucoup d'éléments de récupération et de déviation, mais où la place faite aux Autochtones y a eu son importance. Et je te donne ici le lien d'un vidéo de la dernière allocution de clôture de ce FSMI, où il paraît mon ami Stuart, porte-parole de la nation Mohawk de Kahnawake, du clan du Loup, fils de chef, qui fait toute une présentation et discours dont la traduction simultanée en français est un peu faible, mais donc à bien écouter ce qu'il dit en anglais. Stuart, que j'ai rencontré à plusieurs occasions et qui est très éloquent, il se présente ici avec un autre nom sur scène référant à son nom natif Mohawk que je n'ai pas bien capté. Il me le pardonnera, je l'espère. Donc,
Je me rappelle, comme si c'était hier, notre première rencontre où il avait fait la grande mission de paix avec Yvan Bombardier de la famille, qui est, avec l'arbre de la famille, qui est une expédition en canot sur le fleuve Saint-Laurent, partant de Montréal, qui a eu lieu à chaque année pendant plusieurs étés avec différents participants. Et cette année-là, il s'était rendu jusqu'à Rimouski, au Bic en fait, et moi et mon ami étions partis en vélo pour aller les y accueillir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ne s'attendaient pas à y trouver des gens les y attendant. Lorsque je l'ai vu en face de moi, avec sa carrure de colosse, de guerrier iroquoien, de 2 têtes plus haut que moi, mon réflexe instinctif a été de retirer le collier que je portais autour du cou et de le lui offrir. Je n'avais pas prévu un cadeau, mais sur le coup, j'ai réalisé que je devais lui faire un présent en guise de paix et de bienvenue. Et comme je n'avais rien d'autre, je lui ai donné mon collier personnel. Il s'est penché et je lui ai mis autour du cou. Alors, il a défait le bracelet qu'il portait au poignet et me l'a offert. C'était lui aussi son bijou personnel. C'était littéralement comme un bond dans le temps. C'était multidimensionnel, vraiment multidimensionnel, spontané, sincère et d'une profondeur de sens inattendue. C'était, vraiment particulier, là. Puis, nous sommes tous allés dans la grotte qui se trouve sur cette île, appelée l'île au massacre, qui se trouve sur la pointe aux Anglais. Inutile de préciser que ces noms sont signifiants quant à l'histoire précise pour laquelle nous étions là. Il m'avait donné à notre première rencontre donc son bracelet perlé du wampum à 2 bandes, dont il parle justement dans cette allocution faite en 2025, et je l'ai toujours ici, à côté de moi, 17 ans plus tard, et le voici. Je vais essayer de te le présenter comme ça. Alors, voilà. Alors, sur ces images de bison à l'arrière, le bracelet de Stuart le Mohawk du wampum à 2 bandes. Voilà, les 2 bandes violet au milieu. Voilà, entrecoupé évidemment de 3 bandes blanches. Donc, voilà, 17 ans plus tard, il est toujours avec moi. Le collier que je lui avais donné, je l'avais fait chez les Mayas et était composé d'un cristal de quartz dans une spirale de cuivre, dans de la résine de copal fondue coulée dans un coquillage. C'est ce qu'on appelle un orgonite. C'était en 2009, suite à la grande mission de paix donc, et y avons fait cérémonie et rebaptisé l'île de la Réconciliation. Donc si vous y alliez, si vous y allez, vous saurez qu'elle s'appelle maintenant l'île de la Réconciliation. Alors, sous la vidéo, dont le lien est dans le commentaire sous la vidéo, il apparaît ici à la minute 1h36 minutes 30 secondes du vidéo intitulé « Journée de clôture du FSMI ». Et ça dure vraiment juste quelques minutes, jusqu'à 1h47 minutes 47 secondes. Donc, ça démarre à 1h36 minutes 30 secondes. Et il est avec une femme Mohawk qui fait la traduction en français d'une manière qui laisse un peu à désirer, mais quand même, c'est bien. Et son discours en anglais est vraiment épatant. Il y parle qu'il vient d'une société matrilinéaire, donnant aux femmes la place prépondérante décisionnelle, et il recommande le retour à cette pratique politique, de remettre nos mères au pouvoir. Il y parle aussi que nous sommes en train de vivre, nous les Occidentaux, ce que eux, les Autochtones des Amériques, se sont fait vivre depuis 500 ans, et que c'est un retour des choses. Il nous dit que nous faisons face à un diagnostic médical qui ne nous plaira probablement pas, considérant que nous sommes une société malade, mais qu'il y a... il ne dit pas que nous sommes une société malade, mais il le sous-entend, mais qu'il y a un remède à l'autre bout de l'arc-en-ciel, dit-il. Qu'il y a eu depuis les dernières années une migration massive des immigrants venant du sud de plein de pays, alors chose que l'on constate et que l'on décrit dans plusieurs émissions, et que c'est une deuxième vague de génocide
qu'avec la colonisation vient le meurtre, le viol et le vol, prémédité et criminel, que nous en faisons partie, qu'il s'agit d'une organisation criminelle, une conspiration, c'est son mot, et que le résultat à la fin de ce processus n'est pas joyeux. Qu'il est toujours là, ici, lui, et qu'il n'a pas changé en tant que représentant de son peuple. Donc, pour dire que malgré tout, les peuples autochtones sont toujours là, sont toujours vivants et sont toujours pratiquant leur tradition et leur culture. Voilà. Donc, il y parle aussi d'une morale qu'on réalise, que nous retrouvons dans une trappe, qu'il dit. Donc, un guet-apens, un piège, une impasse. Il est important de comprendre qu'il faut alors reculer et ne pas continuer. Il faut rebrousser chemin et ne pas s'enfoncer encore davantage dans le piège, la trappe. Et il parle de notre société qui s'enfonce dans une impasse dont nous devons sortir en revenant vers l'arrière et non pas en allant encore plus de l'avant dans ce guet-apens. Donc, en revenant au mode de vie des anciens qui avaient la sagesse de l'expérience. Il fait, je crois, référence ici au nouvel ordre mondial et au plan des élites, au piège de la société et de l'humanité engagée dans une voie sans issue, dont je parle régulièrement. Il nous dit qu'il faut se défaire du false man-made religion, education, dominance, oppression, culture and politics. Donc le false man-made, les faites par l'homme, patriarcal, il parle du patriarcat et tout ça. Donc c'est ça, qui est faux et fabriqué. Donc, que la démocratie est la cause de toutes les guerres et divisions et est un processus d'auto-schizophrénie pour quiconque y participe, que nous avons tous un cerveau et pouvons retrouver un chemin vers la paix, que la lumière au bout du tunnel est de revenir sur nos pas et de se demander ce que nous faisons ici, que c'est ici notre dernier pas de colonisation et qu'on doit se défaire de tout ça. De ramener nos mères à leur place de pouvoir, de revenir à la loi du Wampum à deux bandes pour sortir du cercle vicieux, changer le monde avec le retour vers la terre et le conseil des femmes au pouvoir. Alors voilà, en résumé, son témoignage. C'est un exemple à ce sujet pour lequel les prophéties Hopi sont encore plus parlantes, mais avant de présenter l'élément central de cette chronique, quelques mots ici d'abord pour mettre le cadre présenté par les Mayas. Nous devrons évidemment consacrer une autre chronique complète sur les calendriers et prophéties des Mayas. Cependant, comme mentionné en fin de chronique précédente au 6e épisode, donc que je reprends ici parce qu'il n'est pas toujours écouté jusqu'au bout. Donc, dans l'arbre de vie Maya, appelé calendrier Tiku, nous positionnant en 2025 en l'an 12 et nous positionne en 2026 en l'an 13 de la nouvelle ère, il porte donc 2027 comme l'an 14 d'un cycle de 13, soit une année 1 d'un nouveau cycle. 2026 ferme donc en année 13 le premier cycle du Nouveau Monde depuis 2012, qui fut la fin du monde précédent, le fameux 21 décembre 2012, qui n'était pas la fin du monde, mais la fin du monde précédent, complétant un cycle de 5125 ans depuis 3113 avant Jésus-Christ, mais également des cycles beaucoup plus vastes que nous pourrons voir ultérieurement. Puis, 2013 fut l'an 0. Et chez les Mayas, tout est en base 2013 et 1320. Donc, de parler de 2013, donc 2013 est en grégorien, ici est très particulier. Donc, ça fut ce qui fut l'an 0. Et ça, c'est vraiment chez les peuples autochtones mayas traditionnels. Je l'ai entendu, je l'ai bien capté. C'était mon analyse personnelle aussi. Et donc, cela porte l'an 2014 comme étant l'an 1 de la nouvelle ère.
qu'on appelle donc les supramondes. Il y a donc 13 supramondes, et dans ce cas-ci, 9 inframondes, ce qui fait un total de 22 paliers dans l'arbre de vie, un peu comme le 11-11 dans l'arbre de vie hébraïque. Ici, on a le 9-13. Et petite anecdote, si le 11-11 est l'heure de faire un vœu, le 9h13 est l'heure de faire un alignement. Donc moi, quand je vois sur une quelconque horloge 9h13, j'en profite pour faire un alignement, un centrage, où je me connecte et je m'ancre pendant 1 minute. Donc voilà, vous pouvez faire de même si vous voulez intégrer cette pratique et faire un vœu à 11h11, qui est donc l'arbre de vie sous 2 cultures différentes, mais toujours dans le 22 aux 2 extrémités du monde. Donc 2013 qui fut l'an 0, 2014 l'an 1, et ce sont des cycles de 52 ans. Donc en 2066, nous aurons ici complété un grand palier de 52 ans. Pourquoi 52? C'est parce que c'est 4 x 13, 4 comme la roue de médecine des 4 directions, et 13 étant le chiffre sacré des 13 lunes. La lune fait 13 fois le tour de la Terre, pendant que la Terre fait 1 fois le tour du Soleil. Et 52 ans, c'est également l'âge de sagesse chez les peuples autochtones. Nous pouvons être elders à partir de 52 ans. Et malgré toute la sagesse, nous ne pouvons pas être elders avant. Parce que c'est seulement à cet âge-là que nous avons complété toutes les possibilités de notre vie. Mais également, un palier de 52 ans dans l'historique du monde nous amène donc en 2066 avec où nous allons atteindre une première complétude de paliers. Donc, nous avons bien hâte. Donc, c'est un palier de croissance. Et ce qui est particulier, c'est dans cette dynamique entre croissance et intégration, c'est que chaque cycle de 52 ans, c'est que le cycle de 52 ans d'avant 2012, initié en 1960, donc, je vous laisse imaginer l'importance de ce cycle. Nous avions quitté un cycle d'intégration pour commencer un cycle de croissance en 1960, période de changement marquant et important s'il en est un, était également un cycle de croissance, donc, car en 2013, étant l'an 0, entre la fin des 9 inframondes appelés Bolon Teku, Bolon voulant dire 9, et le début des 13 supramondes, le Oshlahun Teku, Oshlahun voulant dire 13, nous avons exceptionnellement ici 2 paliers de croissance consécutifs et continus. C'est pourquoi 2012 n'était pas une année de fin, de rupture ou de cataclysme, mais bien au contraire de continuité dans une transition monumentale entre des cycles très vastes. On parle ici de cycles de l'univers a commencé il y a 16,4 milliards d'années et le cycle complet se termine dans 23,6 milliards d'années. Donc, nous pouvons être patients. Par contre, il y a des cycles plus courts, dont un de 13 ans, qui se termine cette année en 2026. Donc, voilà. Cette vision prophétique du monde, cette vision prophétique du monde, cette cosmovision, cette grille de lecture de l'histoire, hein, parce qu'elle se détaille également, nous le verrons là, vraiment dans chaque petit détail de chaque année, c'est très très particulier, très très précis. Nous pouvons voir dans le passé sa véracité, donc dans l'avenir également. Donc, nous sommes déjà entrés dans le premier des 13 ciels, que nous complétons donc le premier cycle cette année. Nous sommes donc à la fin du règne de l'ombre et initions le début du règne de la lumière sur Terre. Donc, les forces de l'ombre sont toujours en place, mais le règne de la lumière s'implante. Et donc, ce sont des réminiscences de l'ancien monde, du dernier inframonde, le premier supramonde se mettant en place, particulièrement cette année, l'année 2027 étant une année 1 du deuxième cycle sur 4. Donc, on va ancrer davantage, et en 2066, encore davantage, les 13 supramondes, donc 13 paradis, on pourrait dire. Nous complétons donc les 9 inframondes enfer, on pourrait dire.
Donc, des temps de l'ombre, de la densité. Nous sortons de la densité, nous entrons dans la légèreté, la lumière. Voilà. Donc, le règne de la lumière sur Terre, véritablement. Physiquement, en termes de fréquence là, et de tonalité ici, là, quelque chose de mathématique. Ce n'est pas de la numérologie, c'est le compte des jours du cycle du monde explicité en détail par les peuples autochtones mayas. Rien à voir avec la numérologie ici, encore moins du calendrier grégorien. Donc, on est vraiment ici dans le détail par les gardiens de la sagesse du monde d'avant la conquête. Hein, les détails explicités là, par les peuples autochtones mayas, gardiens de la sagesse du monde d'avant la conquête, c'est un autre regard fort éclairant sur ce que nous vivons et qui est immensément porteur d'avenir et de lumière d'espoir. Hein, alors évidemment, le calendrier maya avait été amené comme le Doomsday, tout ça, cataclysme, la peur et tout ça, alors que c'est totalement le contraire. Et dès 2008, c'est ce que je disais. Parce que je l'avais donc su. Et donc, nous étions plusieurs à le savoir. Donc, évidemment, nous aborderons, bien évidemment, de manière détaillée, toute cette histoire dans des prochaines chroniques. Mais juste pour permettre de mettre en perspective toute cette histoire de la colonisation, il est important de voir que lorsque Cortés est arrivé en Amérique, il avait été prophétisé. Il est arrivé le jour précis où il était attendu le retour de Quetzalcoatl de manière négative. Donc, il était attendu comme le retour de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, ou c'est appelé Kukulkan, apportant la destruction et la noirceur. Il a donc été accueilli comme tel, ce qui l'a grandement surpris. Aussi, ces 9 inframondes de 52 ans chacun nous amènent, en rétrogradant en l'an 1544, où nous sommes en pleine conquête du Yucatan. Donc, si on fait 9 inframondes de 52 ans, ça nous amène en 1544. Nous sommes en pleine conquête du Yucatan mexicain, au début des réfugiés mayas au Belize, des autodafés des livres et codex mayas, des codex mayas qui sont leurs livres, ainsi que, qui ont tous été brûlés, hein, sauf 4, sachons-le. C'est de là que nous vient la connaissance, entre autres, par rapport à ces sujets-là. Et donc, c'est également la nomination de Pizarro comme gouverneur de Lima au Pérou cette année-là. Mais bien plus significatif, si l'on y rétrograde d'un autre cycle de 52 ans, parce que c'est toujours comme ça avec les Mayas, il faut faire plus 1, moins 1, on arrive précisément sur la date de 1492, soit la découverte de l'Amérique officielle par Christophe Colomb, rien de moins. Donc vraiment, on arrive toujours sur des dates comme ça. Il y en avait également une aussi avec la convergence harmonique de 1987, qui donnait précisément avec la conquête de Cortés, l'arrivée de Cortés également. Alors il y a des cycles comme ça qu'on peut faire. Et c'est donc le début de l'enfer pour les Amérindiens, ou l'avant-première de leur 9 inframundos. Quand on sait que les droits des peuples autochtones seront reconnus officiellement par l'ONU seulement qu'en 1994, soit précisément 502 ans plus tard, nous sommes vraiment dans 500 ans de résistance autochtone. Et à ce propos, j'aimerais te présenter un livre que je viens de découvrir et de me taper d'un bout à l'autre juste pour pouvoir te le présenter ici, et parce qu'il était vraiment fort intéressant. Il s'agit en fait d'une BD, mais une BD de 136 pages qui retrace et décrit en images magnifiquement illustrées et en texte très percutant 500 ans de résistance autochtone, comic book, par Gord Hill de Vancouver, originellement en anglais datant de 2021, mais ici en français datant de 2025 et imprimé à Beauceville sur papier certifié FSC aux éditions Prise de parole, disponible en bibliothèque dans le réseau national, donc accessible à tous.
Il y est dit en dos de couverture, antidote nécessaire à l'histoire officielle des Amériques. Ce livre dépeint d'une perspective autochtone la résistance des premiers peuples aux colonisateurs et autres oppresseurs du premier contact jusqu'à aujourd'hui. Et dans sa préface, il y est dit « Une fois que vous aurez lu ce livre, vous ne pourrez plus jamais méconnaître la vérité. » Il devient donc une référence de base, un must à lire et à admirer, car les illustrations dépeignent fidèlement les réalités des peuples, les visages, les couleurs, les tatous, etc. Les objets. On y retrace toute l'historique en commençant par Jacques Cartier dans les Antilles, par Christophe Colomb, pardon, dans les Antilles, en passant par Jacques Cartier, mais oui, surtout Christophe Colomb, puis des conquistadors espagnols de Pizarro au Pérou, et dans toute l'Amérique latine, dans toute l'Amérique du Sud, et puis on monte ainsi. Puis à travers, on remonte avec la conquête de Cortés au Yucatan, chez les Mayas, puis à travers tout le Mexique, chez les Aztèques, avec Moctezuma et sa défaite, et on y remonte au Canada français, et à travers tous les États-Unis de la Nouvelle-Angleterre, la guerre de sécession et la conquête états-unienne. Puis on va sur la côte ouest où on y parcourt également la conquête russe et leur défaite. Enfin, on rentre dans l'époque récente, on y reconnaît la crise d'Oka parfaitement avec le fameux Lasagne dans son face-à-face avec le soldat. On y dépeint la mort du caporal Marcel Lemay, etc. On y apprend alors, chose que j'ignorais, qu'il y a à ce moment eu un vaste mouvement de solidarité à travers tout le Canada et des bris importants de pylônes électriques et de chemins de fer. Puis on passe en revue les autres événements plus récents, la rébellion zapatiste que j'ai été personnellement rencontrée en 2008 dans le Chiapas, dans les Caracoles, le mouvement Idle No More, etc. Il n'y manque que le plus récent, Every Child Matter, dont j'ai le drapeau. Je préfère t'avertir par contre, c'est vraiment 500 ans de massacre et de guerre continuelle d'un bout à l'autre du continent des Amériques, du sud au nord, vraiment détaillé en nombre de morts. L'édition met en blanc sur noir les textes parlant des attaques et gains autochtones et je peux dire qu'ils sont très rares en proportion des cases au texte usuel en noir sur blanc, mais de leur défaite donc. Mais il a le mérite d'être fidèle à la réalité des faits et on y apprend des centaines de noms de peuples natifs des Amériques dont la majorité sont encore existants aujourd'hui avec des populations dans certains cas considérables. Ce n'est donc pas du passé, c'est encore très actuel et vivant. Stuart nous dit ici dans cette allocution que nous sommes en train de subir la deuxième vague de colonisation comme eux l'ont vécu et que c'est à notre tour de vivre un génocide. On peut y voir que ce qui s'applique ici à l'Occident est l'équivalent des PAS, de mettre au pas, c'est-à-dire au programme d'ajustement structurel, imposé aux pays du tiers-monde pendant des décennies par le FMI et la Banque mondiale, et le groupe Bilderberg et tout ça, et le Forum économique mondial de Davos et tout ça. Et qui est maintenant, depuis au moins une décennie, sinon dès 2008, appliqué aux pays du G7 et de l'Occident. Ces ajustements structurels prennent la forme d'objectifs du déficit zéro et du paiement de la dette, c'est-à-dire de prendre la recette des impôts aux citoyens, disons 50% des payes de tout le monde du pays, et de le donner directement aux banques. Et pour ce faire, de couper dans les budgets de la santé, des services sociaux, des routes, des infrastructures, de faire la privatisation de tout ce qui rapporte de l'argent avec des partenariats publics-privés, etc. Bref, de toutes ces mesures d'ouverture au marché des capitaux étrangers et de la diminution de la qualité de vie des citoyens et des droits et libertés garantis par la Constitution. La Constitution du Canada est d'ailleurs
est basée sur celle de Grande-Bretagne et de France, qui sont basées sur celle des États-Unis, et qui elle-même est basée sur celle de nul autre que des Iroquois Mohawks de Montréal, entre autres, qui l'ont fait connaître suite à la conquête lors de traités, dont principalement celui de 1763, et qui apparaît de par son matriarcat, entre autres, dans certains textes de loi. Cela apparaît dans divers documentaires, dont 3 que je te mets ici en lien dans le commentaire sous la vidéo et qui est en anglais. Je cherche encore un documentaire québécois que j'ai déjà vu sur le sujet et qui était très précis, très actuel et avec lequel je te reviendrai éventuellement. Et qui donc suit des pistes prouvées au Québec en passant par la France et l'Angleterre de ce lien de la Constitution canadienne avec la Constitution iroquoienne. Mais l'influence de la Constitution iroquoienne sur les constitutions occidentales est de notoriété historique, bien qu'évidemment personne ne le crie sur les toits. Mais il s'agit là d'un apport majeur de la Confédération des 5 nations des peuples des Premières Nations d'Amérique sur le monde avec la notion de droit de veto et de démocratie représentative. En 1754, Benjamin Franklin a proposé le plan d'Albany, clairement influencé par ce système qui est à la base de tout notre système légal et politique, rien de moins. La place faite aux femmes, entre autres, et également aux enfants, y étant prépondérante, a eu un impact majeur sur la société occidentale et l'évolution du monde. En 1776, lors de la rédaction de la Constitution américaine, la Great Law of Peace en faisait partie. Le chef Hiawatha, connu comme le faiseur de paix, avait réuni les 5 nations Haudenosaunee, connues comme les Iroquois, et représenté par le drapeau à 4 carrés relié avec un pain blanc au milieu, représentant les 5 nations, qui en sont devenues 6 par la suite, sur fond violet. Il a réuni les clans en cassant une flèche, puis en prenant 5, et en ne parvenant pas à les casser. Cette image qui fut d'ailleurs reprise récemment dans le film Avatar. Il y a dans ces 20 points de ce vidéo en anglais intitulé 20 Banned Native American Facts So Surprising You'll Think They're Fake, plusieurs éléments surprenants et fascinants sur les faits autochtones. Il fait mention du fait des origines de la Constitution au point 3 à 2 minutes 42 secondes du vidéo ici dans les commentaires. Ce vidéo également de moins de 3 minutes le résume également. Et un autre vidéo québécois avec beaucoup plus d'humour, le détail avec beaucoup de qualité et de faits en un peu plus de 5 minutes, intitulé 42, la Confédération Haudenosaunee. Maintenant, un bon temps pour prendre une gorgée. Avant de te présenter un excellent film documentaire sur les peuples autochtones fait au Québec en 2013, donc l'année 0. C'est selon moi le plus pertinent et important. Tu vas vivre toute une aventure en plongeant dans Québécoisie, qui s'écrit donc Quebekoisie, référence ici à Québécois avec des K. Donc, Québécoisie, réalisé par un couple de voyageurs à vélo. C'est local et fait par des pré-youtubeurs. Donc, c'est vraiment style youtubeur, mais de l'époque, de 2013. Il est vraiment cool et authentique. Il aborde plusieurs aspects des peuples autochtones du Québec. On va suivre l'histoire vraie et actuelle de ces gens-là. L'un qui retrouve ses origines en France, donc qui est un autochtone dit pure laine, mais qui finalement ses origines sont dans un cimetière en France. Un Québécois qui se retrouve des origines autochtones, et surtout l'histoire de la crise d'Oka vécue par la sœur du policier qui a été tué. On y comprend et qui s'est dédié à la cause autochtone par la suite.
On y comprend l'aspect métis de notre nation avec une guidance touchante de Serge Bouchard. Il faut savoir, par contre, qu'il y a un paywall de 5$ pour le voir pour 48 heures, ou on peut également l'acheter peut-être pour 15$, je ne sais plus trop. Mais il en vaut vraiment le coup. Et cela encourage évidemment cette production locale faite avec beaucoup de talent. Donc ils seront peut-être surpris, ce petit couple-là, de voir leur vente augmenter tant d'années plus tard, 13 ans plus tard. Donc, tu vas vraiment aimer ça, je te jure, avec une super trame sonore de A Tribe Called Red. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter du A Tribe Called Red suite à cette vidéo. Et donc, voilà. Également, il y a le lien de la bande-annonce, simplement aussi. Donc, si avant de payer le 5$, tu peux aller écouter la bande-annonce gratuitement sur leur site. Il faut aller cliquer le petit bouton qui dit Preview, là, je crois. Je suis, moi, de cette époque. J'ai vécu ça. J'ai fait la Côte-Nord en vélo pour la cause des forêts boréales. J'y ai rencontré les peuples autochtones. J'ai été donc sur ces réserves-là que ce vidéo présente. Et c'est vraiment... je sens une connexion profonde avec cet univers qui fait partie de ce que c'est le Québec, et ce n'est pas ce que TVA en dit, mais plutôt le contraire en fait, comme tout le temps. Aussi, je voulais dire que la droite politique, à quelque part, doit se trouver une base dans la société civile, puis je crois afin de se rallier à une réalité, parce que la réalité des Indiens est liée à celle des cowboys, mais genre profondément. Et donc toute cette culture-là, cowboy, qu'on retrouve chez les républicains, qu'on retrouve chez les conservateurs, est liée directement à celle des Indiens. Et en fait, ceux qui écoutent le plus de country, c'est les Amérindiens de nos jours, vraiment. Donc, de nier une partie de nous-mêmes perpétuellement, parce que métis, je me souviens de qui je suis, comme on le fait autant dans les médias alternatifs autogérés, comme les podcasts, que dans les médias conventionnels. Et ici, je tiens à dire que j'utilise le mot média conventionnel qui se substitue à l'usage du mot média traditionnel, parce que le mot traditionnel revient aux réelles traditions. Tu vois, il faut toujours se réapproprier notre langage, et ici on en développe un nouveau pour parler de ce qui est dans ce que nous appelons affectueusement Babylone, donc les médias conventionnels. En se niant nous-mêmes, nous devenons une sorte d'animal mou en mal de mouvement, comme diraient les locaux-locaces. Donc, j'y vais avec une autre proposition gratuite, cette fois sur YouTube, et à plus gros budget, et avec nul autre que Roy Dupuis. Roy Dupuis, ici, en enquêteur, dans ce magnifique documentaire qui s'appelle L'Empreinte, donc L'Empreinte, L'Empreinte. Donc, pour la bande-annonce et le film complet, allez voir évidemment les liens ici au bas de l'écran. C'est un film magnifique qui aborde d'un bout à l'autre toute la particularité de la colonisation française de l'Amérique, qui se fait par des alliances, par des mariages, par du respect de l'histoire et de la façon de faire autochtone des Amérindiens, ce qui est unique et à l'opposé complet de tout ce qui se fait dans le reste de la conquête des Amériques, que ce soit par les Espagnols, conquistadors, ou les Anglais, conquérants, impérialistes, autant que par les Hollandais, qu'on oublie trop souvent, et même les Portugais. C'est pourquoi la devise du Québec, je me souviens, est nécessairement je me souviens de qui je suis métis. Car c'est la particularité de notre histoire. Notre aspect de nation distincte ne tient pas seulement à notre langue, mais bien à notre alliance avec les Premières Nations, ce qui pourrait être une force à renverser la donne de l'histoire si elle se révélait. Voilà pourquoi nous sommes autant tenus sous une chape de plomb et au gaz, on dort au gaz, on dit au Québec. Ben oui, parce que nous sommes opprimés
plus que nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avons un potentiel révolutionnaire plus que nulle part ailleurs. Parce que depuis 500 ans, notre historique est celui d'une alliance avec les peuples autochtones qui se sont vus reconnaître en 1994 par l'ONU leurs droits de pratiques religieuses, culturelles, spirituelles, de langue et leurs droits à leur territoire. Et ça fait peur à tous les États-nations du monde entier colonial et en particulier des Amériques. On comprend de ce film, qui ne dit pas ce que je viens de dire là, avec un propos éloquent de Serge Bouchard, à quel point nous avons adopté les façons de faire à l'indienne. Le déplacement en canot d'écorce, le fumage de la pipe, l'habillement, la capacité d'apprendre la langue autochtone, de découvrir le territoire en chantant des chansons françaises. L'égalité, le partage, la liberté, le métissage, le respect dans l'esprit originel de ces peuples, et tout ça va être vraiment défini dans ce film-là. Qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce que le partage? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le métissage? Qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que l'esprit originel de ces peuples qui a marqué notre vision du monde? La coopération si particulière, les coopératives au Québec, avec la Caisse des Jardins, par exemple, et tout le mouvement coopératif. Le communautaire qui a une place, toutes les organisations non gouvernementales, mais vraiment le communautaire qui a une place très particulière au Québec. La solidarité qu'on y retrouve avec une mentalité de pensée à long terme, de préservation des ressources, etc. Aussi, le partage des ressources en termes de fiscalité, de retour d'impôts, de soutien aux moins favorisés, pour prendre soin de rétablir une certaine forme d'équilibre et d'égalité. Donc, tel que nulle part ailleurs dans le monde, est typiquement inspiré de ces façons de faire des peuples autochtones. Il y a tellement d'apports importants à notre culture nous venant des Premières Nations, comme le sirop d'érable. Que serait le Québec sans le sirop d'érable? Eh bien, cette pratique nous a été transmise par les peuples qui vivaient ici. C'est eux qui nous ont montré ce savoir-faire-là. Depuis toujours, eux, ils le faisaient. Donc, ils savaient ce que nos forêts pouvaient nous offrir. Évidemment, maintes plantes médicinales. Alors, on a pensé au cèdre avec le scorbut, mais l'écorce de bouleau aussi qui nous donne l'aspirine. Et l'écorce de bouleau à l'intérieur avec laquelle on peut se nourrir, on peut en faire une farine pour en faire de la bannique. La bannique qu'on peut faire également une sorte de pain qui ne nécessite pas de four pour la cuisson, qu'on fait maintenant avec toutes sortes de farines. Malheureusement, souvent avec de la farine blanche de blé, ce qui est vraiment très éloigné de la farine d'écorce de bouleau. Donc, mais l'idée de cuire sur du pain sans avoir besoin de four est juste géniale aussi. Les Autochtones cuisaient aussi, j'ai entendu souvent cette histoire que les Autochtones, à certains endroits, cuisaient leur soupe dans des grosses souches d'arbres creux, en y ajoutant des pierres chaudes chauffées dans un feu à côté, comme pour les sweat lodges d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. On va rentrer des pierres chaudes dans la hutte de sudation et on va mettre de l'eau sur ces pierres, ce qui va réchauffer la hutte. Eh bien, ils avaient la même façon de mettre ces pierres chaudes-là dans des soupes d'eau chaude, dans des soupes pour les faire cuire. Et donc, ils avaient ces souches qui étaient évidemment fixes, auxquelles ils se donnaient rendez-vous. Et il y avait toute une culture qui se tournait autour de ces souches-là. Et donc, une des choses qui a contribué à détruire la société autochtone, dans certains cas, c'est l'introduction du chaudron en fonte individuel et portatif, alors qu'il les a amenés vers l'individualisme. Alors, oh. Voilà. Je ne sais pas trop ce qui se passait avec la petite vidéo, mais on est reparti dans un décor, voilà. Donc, le fameux potluck, qui consiste à se faire un repas à plusieurs en y contribuant à sa guise. On va se faire un potluck. On comprend que ce sera au hasard de la chance ce qu'il y aura dans le pot de la loc sur la table. Mais nous vient en fait d'une pratique autochtone nommée potlatch, écrit P-O-T-L-A-T-C-H,
qui est un trait culturel des peuples de la côte ouest du Canada, au cours de laquelle des biens matériels étaient redistribués. Donc, rien à voir avec un repas vraiment, en fait. Mais cette même idée de partage et de redistribution du potluck. Ou potluck, finalement, à l'anglaise. Donc, j'ai appris ça dans la fameuse BD dont je te parlais plus tôt, là. On y apprend également, dans cette BD, sur le phénomène que j'ignorais et que j'adore de pan-indianisme, aussi appelé pan-amérindianisme par les universitaires pour éviter toute confusion avec l'Inde, parce qu'il y a également du pan-indianisme en Inde. Mais donc, dans The Canadian Encyclopedia, on peut y lire que le pan-indianisme est un mouvement de résistance autochtone à la domination et à l'assimilation, caractérisé principalement par l'expression et la solidarité politique et religieuse. Parmi ces figures historiques marquantes figurent Pontiac et Handsome Lake. Depuis l'époque coloniale, des leaders ont prôné l'émancipation des peuples autochtones, même par la violence, évidemment. Bien des époques, en fait, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont obtenu des gains. Le culte du peyote, par exemple, né en réaction aux enseignements et croyances chrétiennes, a vu le jour dans les plaines du Sud à la fin du 19e siècle et a progressivement symbolisé l'unité des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Le Red Power est un mouvement panindien engagé dans une action politique radicale à l'instar du Congrès national des Indiens d'Amérique de 1944 et du Mouvement des Indiens d'Amérique de 1968. Ces groupes de défense des droits estiment que les Autochtones doivent choisir entre l'assimilation et leur identité autochtone, et que les obligations des gouvernements canadiens et américains envers les Autochtones sont inébranlables. Et pour sa part, Gord Hill, dans sa BD de 500 ans de résistance autochtone, nous présente Tecumseh et son frère Tenswatawa, plus Tenswatawa, qui se sont fait connaître comme prophètes du mouvement panindianiste revivaliste apparu au début des années 1700 et qui considérait que les différentes Premières Nations formaient un seul et même peuple et que les terres appartenaient à tous les Autochtones. Ils ont créé une vaste confédération tribale pour contrer l'expansion américaine et ont, en 1808, fondé Prophetstown dans l'actuel Indiana, où plus de 6000 personnes vivaient, dont des Ottawa. Il prônait le retour aux traditions ancestrales et le rejet de la culture européenne. Ce village a été incendié en 1811 par l'armée états-unienne, soit seulement 3 ans plus tard. Une autre BD fascinante et qui est devenue récemment pour moi une source d'inspiration et une révélation est celle sur l'histoire de Radisson, qui, en plus d'être une station de métro de Montréal, est un personnage de notre histoire méconnu, voire oublié et négligé. Tu vas comprendre pourquoi. Paru aux éditions Glénat Québec en 2018, écrit et dessiné entièrement par Jean-Sébastien Bérubé sous le titre Radisson, d'après l'autobiographie de Pierre-Esprit Radisson, les extraordinaires aventures d'un coureur des bois, en 4 volumes, dont le premier est Fils d'Iroquois et le dernier Pirate de la baie d'Hudson. On y retrace très fidèlement le parcours de Radisson au Canada de 1650 à 1684. Né en France en 1636, la dernière page de chaque volume résume les faits saillants historiques véritables de sa vie dans ce volume-là, qui est donc très sourcé et validé, là, sa vie de Radisson. Là. Ça a été validé et sourcé. Dans cette BD historique basée sur un fait vécu,
On plonge dans l'univers des premiers colons français, mais également anglais et même hollandais, mais surtout dans celui des divers peuples des Premières Nations d'Amérique du Nord, et le processus de ce à quoi ils ont dû faire face. C'est clairement dans une perspective française d'alliance avec les Hurons et les Algonquins que c'est écrit par Radisson lui-même. Et donc, les Iroquois sont dépeints comme un peu les méchants de l'histoire, de manière peu flatteuse, mais sans s'éloigner essentiellement de la vérité pour autant. Et on y découvre également leur humanité, leurs coutumes, leur accueil, leurs valeurs et une réelle relation d'amour qu'ils ont développée pour Pierre-Esprit Radisson. Il faut comprendre que dès le début de l'histoire, de Radisson se fait kidnapper par les Iroquois et il survit. Il y est adopté, comme c'était la coutume à l'époque, et devient l'un des leurs. Il apprend leur langage, leurs coutumes et il vit l'amour avec des femmes qui s'offrent à lui, ce qui est une pratique courante chez ces peuples qui auraient voulu qu'il s'y marie. Mais lui, il se sauve, par contre, éventuellement quand même. Une phrase marquante pour moi est quand un Hollandais lui dit, avant qu'il embarque justement pour le bateau pour l'Europe, en se sauvant grâce aux Hollandais, « Il semble que ces gens vous aimaient beaucoup, mais qu'avez-vous donc fait pour qu'ils remuent ciel et terre afin de vous retrouver? » Et lui de répondre, « J'ai fait comme ils font. » Et il a participé à la traite de la fourrure, évidemment, à la prospérité de la colonie, à la traduction et à la médiation entre les peuples, à la découverte de nouveaux territoires, etc. Il aurait dû être un véritable héros pour les Français. Mais comme ceux-ci l'ont maltraité et ont abusé de lui, n'ont vraiment pas été respectueux de toutes ses contributions, au contraire, ils n'ont pas donné sa place, il a dû se mettre au service des Anglais de la baie d'Hudson, dans la Hudson Bay Company, pour continuer son aventure et arriver à ses objectifs. Alors, il a été un peu considéré comme un traître par l'histoire de la Nouvelle-France. Alors, il aurait dû être considéré comme un héros par les Anglais, parce qu'il a vraiment aidé cette compagnie de la baie d'Hudson énormément, là. Mais il était français. Alors, il ne fut honoré ni par l'un ni par l'autre. Mais il a en réalité été, je crois, l'un des plus grands héros de notre histoire, pour tous les peuples, en fait, autant français qu'anglais qu'autochtones. C'est vraiment un héros autochtone, en fait. Un autre passage marquant, selon moi, est lorsqu'en 1682, il revient à Trois-Rivières et assiste à la scène où son oncle Médard bat un de ses enfants, pour le chicaner. Et lui-même, Médard, se fait chicaner par sa femme. Et Radisson lui dit alors, « Tu devrais écouter ta femme. Nous ne sommes pas en France ici. Tu sais bien que nos alliés, les sauvages, ont horreur que l'on frappe nos enfants. S'ils savaient comment tu traites les tiens, ils refuseraient de commercer avec toi. Ils refuseraient de commercer avec nous. » J'ai trouvé cette scène digne de la politique actuelle des tarifs et pressions économiques à la Trump, vous voyez le lien un peu, qui étaient les plus sauvages finalement. On comprend dans ce simple passage toute l'influence positive que les Amérindiens ont eue sur les Occidentaux quant à l'humanisme et la sagesse et des pratiques de respect envers les enfants et les femmes. Bon, maintenant, le sujet le plus important de cette chronique socio-culturelle d'un univers parallèle. La prophétie Hopi de Prophecy Rock. Située en Arizona, que j'ai eu la chance d'étudier personnellement en 2009, accompagné de notre ami hôte et guide Hopi, cette pierre aux gravures rupestres datant de l'époque précoloniale nous présente une histoire de la Terre et du monde. Une prophétie pour l'avenir, une information cruciale pour le présent et une compréhension importante du passé. Il s'agit véritablement du sujet des univers parallèles. Le dessin gravé commence par en bas une ligne verticale qui monte en droite ligne vers le haut avec à sa droite
un cercle représentant la Terre et à sa gauche, un personnage représentant un humain. On y dit que l'on y trace l'histoire de l'humanité sur Terre. Puis cette ligne donne sur le coin d'un carré, placé comme un losange avec la pointe vers le bas, soit une fourche où le chemin prend deux voies. Évidemment, on est à l'envers ici pour vous, là, hein, c'est ça, mais je continue avec ma direction dans ma perspective à moi. On y voit ici deux voies face à un événement, un obstacle, un événement percutant qui a changé le cours de l'histoire de la Terre. Puis, de ce carré partent deux lignes horizontales vers la droite, où celle du bas comporte d'abord deux ronds superposés à la ligne, ce qui sépare cette ligne en trois sections. Puis, un trait perpendiculaire vers le haut reliant à l'autre ligne horizontale du dessus. Puis, un objet, un demi-cercle régulier, puis un épi de maïs, puis un premier personnage portant une canne, et enfin la ligne qui continue bien droite et faisant le coin de la roche pour continuer sur tout son flanc droit jusqu'à l'arrière de la pierre, utilisant sa profondeur de troisième dimension donc. Cependant, comme cette création est une gravure et non une peinture comportant une troisième dimension en elle-même, et vraiment on voit dans le dessin, on sent la perspective 3D du dessin quand même si ce sont un peu des petits bonhommes allumettes et tout ça, il y a une profondeur. Et donc, cette haute dimension utilisant le bloc de pierre dans sa deuxième surface fait allusion à une dimension supplémentaire, une quatrième dimension donc, celle du temps, et nous parle ainsi d'éternité. La ligne du haut pour sa part, partant du carré, qui n'est pas tout à fait sur son coin, représente d'abord trois personnages simples correspondant aux trois sections sur la ligne du bas, puis un trait perpendiculaire reliant cette ligne à celle du bas, puis un quatrième personnage étrange comportant deux jambes, mais également deux corps et deux têtes et également deux bras. Tous les personnages qui donc partent des deux corps, tous les personnages se tiennent par la main, y compris ce quatrième, qui semble se dédoubler. Puis, la ligne devient un zigzag et s'arrête. Voilà, cette scène étant dépeinte, je dois dire ici qu'il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Internet. Il y en a beaucoup des fausses images et également des images où on y fait apparaître plusieurs autres symboles, comme des croix gammées qui n'y sont pas, je crois, dont une croix chrétienne au-dessus du premier rond, dit de la terre, qui, elle, est bien là, mais les Hopis n'en parlent pas nécessairement. Donc peut-être qu'elle a été ajoutée par la suite, ou peut-être que c'est un symbole également chez les peuples autochtones qui était présent, qui peut représenter la Terre également, l'axe des dimensions, pourquoi pas, mais qui est souvent interprété comme une croix chrétienne. On est vraiment ici dans quelque chose de précolonial. Quoique, ils ont peut-être été en contact avec les chrétiens vikings dès l'an 1000, fort probablement en fait. Okay. Ah oui, puis il y a aussi divers éléments qui sont plutôt ignorés dans le descriptif symbolique par les Hopis eux-mêmes. Voilà. L'essentiel du récit ici, dans l'interprétation qui m'a été transmise par le Hopi, et suite aux nombreuses recherches que j'en ai faites par la suite, est celui de l'histoire de l'humanité. Selon les Hopis, l'histoire connue de l'humanité, en fait, l'histoire connue de l'humanité est composée de 4 mondes de 26 000 ans chacun, soit 104 000 ans de mémoire connue de l'humanité. Cette pierre nous parle de ces 4 mondes. Les 3 premiers sont du passé, puis nous sommes dans le 4e qui s'est terminé en 2012
dont nous vivons encore les réminiscences et derniers balbutiements. Le quatrième personnage, qui se divise, représente à la fois le choix, le transhumanisme, le transgenrisme, la division, la manipulation génétique, le dédoublement, peut-être la schizophrénie, la transition, la transcendance. La ligne qui se met à faire un zigzag et s'arrête représente le chaos et la technologie, du mental. Et la fin de cette ligne du temps parallèle qui est issue en fait de l'impact de ce carré qui a dévié le cours naturel de l'espace-temps de notre planète Terre et de notre histoire. La ligne verticale reliant les deux lignes du temps horizontal parallèle est le début du moment de connexion et de passage entre les deux réalités temporelles. L'objet au sol de la ligne du bas est soit un marqueur d'une autre période de temps, comme les deux cercles précédents, soit un portail, peut-être un marqueur indiquant que nous sommes à la moitié, peut-être que cette pierre-là a été faite à la moitié de cette autre période de temps, soit un objet permettant d'accéder à cette dimension, soit un portail. Le personnage qui s'ensuit porte une canne indiquant qu'il vit vieux et qu'il plante son maïs, soit un retour à la terre et au mode de vie traditionnel, et à l'agriculture et au lien avec la nature. La ligne qui continue en droite ligne jusqu'au bout de la profondeur de la pierre indique une continuité pour l'éternité de cette trame temporelle. Bref, on comprend ici le choix entre deux réalités parallèles, l'une altérée, qui est celle que nous connaissons, et l'autre issue de la continuité naturelle de la ligne de l'espace-temps de la planète Terre à laquelle nous pouvons accéder seulement au quatrième monde et à la fin de celui-ci, si l'on se fie aux proportions et à la séquence telle qu'exprimée. Donc, on arrive à la fin de celui-ci, au moment où on peut transiter. Alors voilà, c'est à peu près ça, et c'est cette vision qui guide principalement ma vie et sur laquelle je fonde mon analyse du reste, et sur laquelle je fonde également mon espoir et mes actions. C'est cette compréhension du monde que j'encourage tout le monde à adopter, et sur laquelle s'enligner pour pouvoir transiter collectivement d'un monde en désuétude, sans issue, la trappe de Stewart, le guet-apens, vers un monde porteur d'avenir et d'éternité, dans lequel l'humanité et la nature ont un avenir prometteur. Cette prophétie n'est pas limitative et demeure ouverte à bien des latitudes, mais elle implique un choix, une démarche, un positionnement, un état de connexion, une syntonisation de cette trame d'une dimension parallèle qui n'est pas celle du monde que nous connaissons de mémoire humaine. Elle implique de faire confiance en l'inconnu, mais qui a toujours été là, qui nous attend. C'est ce que j'appelle, moi, la cinquième dimension. Donc, une autre dimension, au-delà de la quatrième. Avons-nous le choix, vraiment? Est-ce que cela se fait naturellement pour tout le monde? C'est là plusieurs questions dont tu sais autant que moi la réponse. Avons-nous le choix? Est-ce vraiment cela qui se fait naturellement? Est-ce pour tout le monde? Suis ton cœur, il te guidera à trouver ta voie, ton passage vers ce futur joyeux et plein de promesses. Bon ensemencement ce printemps à toi. Et avec l'été qui arrive, dernière partie à cette chronique, ou avant-dernière plutôt, toujours, mais dernier bloc. Avec l'été qui arrive, je dois dire qu'il y a plusieurs événements autochtones qui auront lieu. Il y en a toujours beaucoup pour le 21 juin, au solstice d'été. Alors, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, célébration du Québec, chez les Celtes, relié au bouleau jaune. Donc, le 21... Alors, pouvant être célébré le 24 juin, solstice d'été, le bouleau jaune, qui est l'emblème du Québec, tiens donc, aussi appelé le merisier, sur lequel pousse entre autres le champignon chaga, plante médicinale s'il en est une.
Il y a donc voilà, plusieurs événements le 21 juin. Il y a divers powwows dans bien des régions du Québec et partout en Amérique qui sont ouverts au public. Les powwows, c'est des grands événements qui sont ouverts aux allochtones. Les allochtones sont les non-autochtones. Les Blancs, nous sommes allochtones. Il y a également des danses de la lune, des danses du soleil et également des danses de la terre et des danses duales. Ces événements sont dans le sacré et donc pas ouverts au public. Tu peux y participer toutefois en suivant une procédure d'initiation avec un parrainage et un engagement, généralement pour 4 ans, non nécessairement consécutifs. Ces danses ont généralement lieu au mois d'août pour la pleine lune, qui sera cette année le 28 juillet en fait. Alors informe-toi et je t'en dirai plus lors de prochaines chroniques. Il y a des powwows plus commerciaux et d'autres plus authentiques. Celui de Wemotaci, on dit Wemotaci, mais Wemotaci, est celui qui m'inspire le plus personnellement. Il aura lieu les 5 et 6 septembre 2026, près de Latuc donc. Il y en aura tout l'été et le site web pour en consulter la programmation est tourismeautochtone.com, quoi faire, route des powwows et événements, évidemment dans le lien en bas de l'écran. On y répertorie également les festivals autochtones et autres événements publics ouverts aux allochtones, c'est-à-dire les blancs, noirs et jaunes, bref, les non-rouges. Mais on s'entend qu'ils sont organisés par et pour les dits rouges et qu'ils en constituent la grande majorité des participants. Pour la plupart, car il y en a quand même des plus commerciaux, surtout dans les grands centres, bien que Montréal constitue la plus grande population autochtone également au Québec quand même, il va y avoir une plus grande proportion d'allochtones, de blancs, de jaunes et de noirs s'y retrouvant. Donc, un autre événement fort cet été, comme à chaque été, est le grand rassemblement des peuples autochtones, appelé GRPA, situé près de Pointe-Bleue, au lac Saint-Jean, et qui présente de la musique avec des personnalités connues, des compétitions sportives originales, très originales, et d'autres activités culturelles particulières. Leur site web est grpn.ca. Il y a beaucoup d'informations sur ces sujets grand public de cette culture au Québec dans le magazine Origine, O-R-I-G-I-N, entre parenthèses E, qui est gratuit et qui sort une fois par année. C'est le magazine touristique du Québec autochtone, Origin. Donc voilà. Pour ce qui est des danses sacrées du soleil et de la lune. Les autres étant encore moins connus, là, j'en parlerai pas, mais j'ai trouvé sur le net un article récent qui en parle sur rituel.québec, danse du soleil et danse de la lune. On peut y lire danse du soleil et danse de la lune, grande cérémonie spirituelle de jeûne et de prière. La danse du soleil et la danse de la lune sont parmi les cérémonies spirituelles les plus sacrées et puissantes des Premières Nations d'Amérique du Nord. Elles impliquent plusieurs jours de jeûne, de prière et de danse rituelle. Ça peut être des jeûnes partiels, par contre. Et se tiennent généralement en été, pour la danse du soleil, ou selon les cycles lunaires précis pour la danse de la lune. Ces cérémonies sont profondément ancrées dans les traditions spirituelles autochtones et au Québec comme ailleurs, elles sont réservées aux membres des nations concernées ou aux initiés. C'est important, ou aux initiés, qui ont reçu une permission explicite. Elles ne sont pas des spectacles ni des événements ouverts au public, ça c'est clair. Elles demandent respect, humilité et engagement spirituel. Origine et signification, danse du soleil, la Sundance, originaire des peuples des plaines Lakota, Dakota, Nakota, Blackfoot, elle symbolise la régénération de la vie, le renouveau, la guérison communautaire et la prière pour tous les êtres vivants.
Au Québec, elle est particulièrement célébrée chez les Micmacs, ou on dit Mi'kmaq, de la Gaspésie. La danse de la lune est une cérémonie plus récente dans sa forme contemporaine, portée notamment par des femmes autochtones et des gardiennes spirituelles. Elle honore le cycle féminin, la lune, la terre-mère et la continuité de la vie. Voilà, ces danses sont considérées comme des engagements profonds envers le Créateur, la communauté et la terre. Elles perpétuent des alliances ancestrales et transmettent des enseignements spirituels, ce qui est également le cas dans la danse de la terre et dans la danse duale. Caractère sacré et confidentialité, accès restreint. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de voir ça. Je ne sais pas si ça fait longtemps. Voilà, on va essayer d'améliorer cette situation. Voilà. Aucun accès restreint. Elles sont en grande partie fermées au grand public et réservées aux nations ou aux personnes invitées par un ou une gardienne de la cérémonie. Aucune diffusion, filmer, photographier ou reproduire ces rituels est généralement interdit, absolument. Engagement, les danseurs et danseuses s'y préparent pendant des mois, parfois des années, avant de recevoir l'autorisation de participer. Rigueur spirituelle, le jeûne, la prière et le sacrifice personnel sont au cœur de ces danses qui peuvent inclure des épreuves physiques et émotionnelles importantes. Donc, dans les cas de la Sundance, on va carrément se rentrer des crochets dans la peau et s'attacher à un arbre pour une danse qui se passe debout, donc de résistance. Et dans le cas de la danse de la lune, il n'y a pas autant de sacrifices physiques. C'est plus doux, hein, c'est féminin. Mais quand même, il y a une force d'endurance à danser toute la nuit aux 4 portes. Donc 4 sessions de danse là, durant la nuit. À la lune, donc à la pleine lune. Donc, tu peux suivre le lien dans le commentaire sous la vidéo pour lire tout le contenu de cette page. Mais il y a des erreurs, là, comme le fait que c'est surtout pour les Autochtones. La réalité de la danse de la lune au Québec, en tout cas, c'est que c'est surtout des non-autochtones qui y participent. Il y a une présence métisse, mais franchement, ce sont des Québécoises de toute origine. Et il y a des hommes aussi, des supporters qui sont là, qui les organisent. J'ai moi-même été supporter et participé à des danses de la lune, là. Je connais plus la danse de la lune que toute autre chose, en fait, dans ce milieu-là. C'est ça. Sans aller plus loin dans le personnel. Il y a une présence, c'est ça, métisse, mais ce sont surtout des Québécoises. Mais il y a, avec le soutien, l'autorisation et la surveillance de grand-mères autochtones, quand même, particulièrement du Mexique, parce qu'il y a aussi omission de dire qu'elle est originaire des Aztèques nahuatl du Mexique. Donc, c'est quelque chose de très ancien, mais qui a été réactivé depuis, disons, 1994 par les Aztèques, qu'on dit les nahuatl, qui parlent la langue nahuatl. Hein? Donc, les chants sont autant en nahuatl traditionnel qu'en espagnol, en anglais et en français. Donc moi, je connais beaucoup de ces chants-là en français, en anglais et en espagnol. Je parle pas couramment le nahuatl et je ne sais pas ces chants-là, mais les sisters qui font les danses de la lune apprennent les chants en nahuatl et c'est magnifique. Et ça se joue sur un tambour-mère, un très gros drum, et je crois qu'elles sont 13 autour, en tout cas, sont plusieurs autour à faire le drum sur le tambour-mère, avec des offrandes de tabac, des popoches commis, avec le copal qui est fumigé, les smudging au copal, avec un gardien de feu, des sweat lodges. Et donc, c'est vraiment un rituel, c'est vraiment un rythme. Chaque jour est rythmé avec des sweat lodges, des enseignements et une partie de jeûne. Mais enfin, je ne veux pas non plus dévoiler trop de choses là, ici, parce que comme ce site web-là, fais attention de ne pas dévoiler non plus trop de choses. Mais bon, évidemment, il faut le vivre pour comprendre, pour savoir ce que c'est. Donc, maintenant, un dernier message pour cette chronique qui porte sur le sujet qui m'a originellement motivé à faire ces épisodes, car il est trop absent de la sphère
autant complosphère, sphère alternative sur le web, et que je souhaite qu'il soit mis davantage de l'avant. Et en parenthèse, je remarque que beaucoup de mes propos que j'amène, malgré que j'ai pas nécessairement beaucoup de vues, sont maintenant, je les vois un peu partout. Donc, chez les mêmes podcasteurs que je suivais, et même des choses que j'ai pas nécessairement dit, mais comme que je suis en train de penser, comme j'identifie les vidéos que je fais beaucoup à le film Les 12 singes, l'armée des 12 singes de 12 Monkeys, parce que dans ce film-là, et j'ai vu une YouTubeuse récemment en parler, disant que c'était son film préféré et tout ça, et que elle parlait par rapport à l'aspect de la pandémie et tout ça. Mais moi, je pense à l'Armée des 12 singes parce que dans ce film-là, ils retournent dans le passé, mais en suivant une vidéo. Ils suivent des vidéos où est-ce que l'Armée des 12 singes est reliée au temps où est-ce que la pandémie qui détruit le monde arrive. Et ils tentent de faire le lien entre ça. Et je pense que ces vidéos-là que je suis en train de faire, même s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de vues maintenant, vont peut-être dans la postérité être vus plus tard et peut-être pouvoir avoir un impact majeur pour l'avenir de l'humanité et particulièrement dans le contenu de cette vidéo-ci, mais dans l'ensemble des 8 épisodes déjà produits et de ceux à produire également. Mais il y a également, c'est ça, plein d'autres petits liens, plein d'autres petites choses comme ça qui font de plus en plus partie de ce qu'on appelle la noosphère, la sphère des pensées. Donc, je continue de contribuer à faire ressurgir ces aspects-là et à ce qu'ils puissent être davantage intégrés dans la conscience collective. Donc, on comprend que les guerres ont pour but de détruire massivement les preuves historiques. Alors, autant la destruction directe des peuples autochtones, de toute la fonte de l'or et de l'argent, par exemple, pour en faire des lingots et tout ça, qui ont détruit beaucoup d'artefacts, de brûler les codex, de détruire les quipus, de détruire les pierres et tout ça, partout dans le monde, en fait. Mais également les preuves historiques de la Tartarie. Hein, on entend beaucoup parler de Tartarie. Ça ne sera pas vraiment un des sujets que je vais aborder. Il est amplement abordé, mais je comprends de plus en plus qu'est-ce que la Tartarie. Et j'ai eu une synchronicité récemment. Je faisais le ménage et je suis tombé sur une vieille encyclopédie de mon grand-père datant de 1948. Et je me suis dit, de Grolier, et je me suis dit, est-ce que c'est bon ça vraiment? Je garde tout ça. Et j'ouvre un volume à une page et je tombe sur Tartare. Et je lis sur le peuple tartare. Et j'en apprends plus que les dizaines de vidéos que je me suis tapé depuis les dernières semaines sur le sujet. Parce que mon feed YouTube semble particulièrement vouloir me nourrir de ça. Donc c'est vraiment apprendre et en laisser. Je n'embarque vraiment pas dans tout ce qui est dit sur la Tartarie. C'est vraiment du délire à bien des niveaux. Mais quand même, cela a bel et bien existé. Et il y a bel et bien eu massivement de l'effacement de preuves de son existence. Donc, il y a bel et bien complot ici. Mais des sociétés, des civilisations précédentes en général, on sait déjà que c'était un des buts importants des conquistadors et des colons, des jésuites et des évangélistes et évangélisateurs en général, de détruire les codex mayas et aztèques, les quipus incas, ainsi que les cultures amérindiennes en général, les wampum mohawks aussi, on ne parle pas souvent des wampum, mais comme celui-là, hein, c'est ça un wampum. Alors il y en a plusieurs, dont celui avec les 4 carrés et le grand pain blanc au milieu, relié à enterrer la hache de guerre d'ailleurs, c'est le grand faiseur de paix, c'est sous le pain blanc qu'ils ont enterré leurs armes de guerre. Alors, plusieurs éléments là, de la culture, on dit enterrer l'âge de guerre vient de là. Il y avait d'autres choses aussi là, qui viennent de là. Donc, voilà. Donc, chez les Mohawks et les Micmacs également, qui s'appellent Mi'kmaq. Toujours faire table rase. Hein? Même chose
pour les guerres en Irak, en Afghanistan et maintenant en Iran. Hein. L'implantation des talibans a amené à détruire les Bouddhas là-bas pour dire que ça a toujours été musulman, il n'y a jamais eu de bouddhisme ici. Donc, un symbole mis de l'avant qui est très important selon moi, qui a été mis de l'avant par la culture autour du calendrier maya, mais dans sa version de la culture de la Fondation pour la loi du temps, créée par José Argüelles, qui lui a amené une version du calendrier maya basée sur l'ancien conte yucatèque mexicain, qui nous vient des codex de Paris, par exemple. Donc, qui a été évidemment très attaqué, là, et on pourra en débattre plus tard dans une prochaine chronique. Mais il a, entre autres, lui, amené quelque chose qui existait déjà, c'est appelé la bannière de la paix, ou le Pax Cultura, développé par Nicolas Roerich, qui est créé de 3 points. J'en parlerai davantage dans une prochaine chronique, mais je l'ai amené ici. Il est créé de 3 points rouges en forme de triangle dans un cercle rouge. Et le rouge est ici pour la couleur du sang, qui, pour tous les peuples, est rouge. Donc, y compris les animaux même. Et le cercle pour la culture du cercle, les décisions en cercle. Et les 3 points pour ce qui la compose, c'est-à-dire l'art, la science et la spiritualité. Toute culture est composée d'art, de science et de spiritualité. Et c'est ce qui est à protéger. Cette bannière se voulait destinée à être utilisée comme la Croix-Rouge pour les hôpitaux et tout ce qui est médical, mais pour les biens culturels afin de les protéger. Et le Pax Cultura, la bannière de la paix, a été signée à la Maison-Blanche par plusieurs nations. Et elle fut évidemment pas beaucoup utilisée et encore moins respectée. Par contre, elle a été utilisée. J'ai vu, moi, dans des musées en Amérique latine et dans des sites archéologiques, ce symbole-là, qui tend à être remplacé maintenant par un logo très étrange. Au lieu d'être 3 points rouges, c'est 3 formes géométriques qui ressemblent à des maisons, blanches et bleues, qui forment une espèce de dessin de cravate. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bref, c'est ce symbole-là, des genres de 3 cravates, là, comme un carré avec un triangle au-dessus, qui forme un losange, avec le bleu et le blanc. Bref, qui remplace la bannière de la paix dans de plus en plus de sites archéologiques et de musées. Mais dans plusieurs, on voit encore cette bannière de la paix-là qui avait été amenée. Et on voit que lorsqu'il y a de la guerre, comme à Bagdad en Irak en 1995, les premières cibles sont les musées, les églises ou les mosquées et les écoles et les universités. Bref, ce qui soutient et sous-tend la culture. Donc, c'est une invitation à se réapproprier ce symbole et à le remettre à l'avant-plan et l'utiliser, un symbole de protection pour tout ce qui est culturel. Puis vraiment, quand on veut détruire un pays, quand on veut détruire, on détruit ses infrastructures spirituelles, donc tous les lieux spirituels, que ce soit des églises ou des mosquées, et on voit que ça a lieu énormément en ce moment, la destruction des églises par le feu, entre autres, en veux-tu-en-v'là, particulièrement en France, mais également au Québec, destruction des écoles, des universités, ou de l'intérieur, diminution de la qualité des écoles et des universités, et également de l'art, donc les musées. De plus en plus, l'art est devenu dévoyé, je pense, en tout cas, rendu vraiment médiocre. L'art existe, magnifique existe, mais dans les musées, de plus en plus, ce qui va être mis de l'avant, c'est un art de piètre goût, disons. Et c'est souvent ça qui va être bombardé, qui va être détruit. On va... alors, dans plusieurs choses comme, tu sais, on veut redonner au peuple les éléments de musée, de leur culture, mais ils vont pas nécessairement être aussi bien protégés là-bas. Et moi, j'anticipe que peut-être que de redonner des choses au peuple d'où cela appartient va en fait être une bonne opportunité de l'en faire disparaître, détruire, voler, ou de les remplacer par des faux. Alors, il y a tout ça. Il y a beaucoup des substitutions qui sont faites également. Donc vraiment, ramenons la bannière de la paix, Pax Cultura.
Voilà. Donc, on peut facilement réactiver ce symbole qui a sa force, entre autres, en étant neutre et ne pouvant pas être assimilé à autre chose, car vraiment unique et authentique. C'est vraiment une chose qu'on peut lui dire, c'est qu'il ne se fait pas confondre avec d'autres choses, il n'est pas réapproprié par d'autres choses. Enfin, je réitère qu'avec le nouveau concept d'appropriation culturelle, ils sont en train d'éloigner les Premières Nations de leurs alliés naturels, les Blancs et autres des 4 couleurs, métis entre autres, qui veulent adopter leur mode de vie, leur langue, leur culture, leur chant, leur danse, leur médecine, leur spiritualité, leur prophétie, leur calendrier, leur culture, quoi. Et ils trouvent le moyen, et là, ils trouvent le moyen, dans cette espèce de révolution orange, de faire en sorte que cela se voit revendiqué par des Amérindiens eux-mêmes via leurs représentants politiques élus ou intellectuels universitaires. Alors, on se retrouve bien mal barré. Soyons vigilants et ouverts d'esprit. Tendons-nous la main mutuellement. Hein? Voilà la main de la spirale de coopération aussi. Voilà. Voilà. Tendons-nous la main mutuellement et formons une solidarité unie dans un panindianisme de cœur. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour ce 8e épisode des Chroniques de Fort Renard et 5e parution exclusive à l'antenne de la chaîne de Fort Renard Vision. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et ta présence. Merci d'être abonné et de partager à tes relations. J'ai vraiment grand besoin de tes likes, s'il te plaît. Merci aussi pour tes commentaires dans le chat. C'est vraiment important sous la vidéo. Tes partages de références aussi, tes liens utiles, ça serait génial en lien avec la présente chronique. Et si tu souhaites contribuer, bien évidemment, de t'impliquer, de participer en faisant un don par courriel. Tu peux également me rejoindre par courriel ou me faire un don à fortrenard@protonmail.com, PHARE RENARD @protonmail.com. Réponse au virement Interact Vision. Alors, qui sera la prochaine personne à me faire un don? Voilà, sur ce, je te salue, mon cher auditeur. Je vous aime et je vous dis à la prochaine, dans 2 semaines, jeudi 22h, pour la suite épique de cette saga des chroniques socioculturelles d'un univers parallèle. C'est parce qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas être grand. Aho! Hometako Yasin!